Vous êtes assis dans un wagon de train. Dehors, par la fenêtre, il y a un vide d'1 kilomètre, tout droit, en contrebas. Sous les roues, des rails vieux de 100 ans. Le pont gémit. Le train ne s'arrête pas. Et vous comprenez qu'il n'y a aucune issue, seulement l'avant. Aujourd'hui, nous embarquons sur 10 lignes ferroviaires où chaque trajet est une épreuve de survie. Certaines ont coûté la vie à des milliers de personnes. D'autres circulent encore en ce moment même, aujourd'hui, avec des passagers à bord. Aujourd'hui, vous allez découvrir à quoi ressemble un train sans retour. Et à la 10e place, on ne commence pas par un cri, mais par un sifflement. Un sifflement doux, presque jouet, qui résonne à travers les plantations de thé du nord de l'Inde. Le Darjeeling Himalayan Railway a l'air charmant. Il a l'air charmant. Et c'est précisément ce qui le rend si trompeur. Le train est minuscule. L'écartement de la voie n'est que de 60 cm, plus étroit que vos bras écartés. La locomotive crache une fumée de charbon dans l'air des montagnes. Les wagons oscillent doucement. Et tout autour de vous, les pentes de l'Himalaya montent jusqu'aux nuages. Les touristes le photographient. L'UNESCO l'a inscrit au patrimoine mondial. Les magazines de voyage le présentent comme l'un des plus beaux trajets du monde. Mais voilà ce que ces magazines omettent souvent. Le chemin de fer grimpe jusqu'à une altitude de plus de 2000 mètres. Il y parvient en revenant sans cesse sur lui-même, en s'enroulant vers le haut sur des corniches si étroites qu'à plusieurs endroits, le train roule directement le long d'une route publique. Pas au-dessus, pas en dessous, mais dessus. Les rails sont incrustés dans l'asphalte. Les camions passent à quelques centimètres des wagons. Les motos se faufilent entre les roues. Il n'y a aucune barrière, aucune alerte. Le train surgit simplement du brouillard, et la circulation se disperse. Et puis, il y a le brouillard. Pendant la mousson, qui s'étend de juin à septembre, la visibilité dans les sections supérieures de la ligne tombe presque à zéro. Les montagnes disparaissent. La route disparaît. Le bord de la voie disparaît. Le conducteur avance à la mémoire et à l'instinct, parce qu'il n'a rien d'autre pour se guider. Le système de freinage de ces trains remonte à l'époque coloniale britannique. Un ensemble mécanique de leviers et de patins jugé suffisant au XIXe siècle. Réparé et entretenu depuis, mais jamais repensé en profondeur. Un voyageur qui a emprunté cette ligne ces dernières années a raconté son expérience après coup. Il décrivait le fait d'être assis dans le tout premier wagon, collé à la fenêtre, à regarder la route apparaître et disparaître dans le rideau gris de la pluie. À un moment, le train a pris un virage et il y avait un camion directement sur les rails. En panne, moteur mort, le chauffeur debout à côté, l'air abasourdi. Le train s'est arrêté avec peut-être 4 mètres d'avance. Personne autour de lui n'a dit un mot. Ils sont tous restés là, à respirer. Puis le conducteur est descendu, le camion a été poussé à la main sur le côté et le voyage a repris, comme si rien ne s'était passé. Voilà ce qu'est le Darjeeling Himalayan Railway. Magnifique, adoré, et à n'importe quel instant, à 4 mètres d'une toute autre histoire. Les pentes autour de Darjeeling sont géologiquement instables. À chaque mousson, des portions de la colline se détachent et glissent. Certaines années, cela ferme la ligne pendant des semaines. D'autres fois, le train arrive au bord d'un glissement de terrain tout juste formé, avant même que quiconque ait compris ce qui se passait. En 2010, une section de la voie a été ensevelie sous plusieurs mètres de boue
quelques heures seulement après le passage d'un train. Le suivant, prévu au programme, a été détourné juste à temps. Il y a environ 80 km de voies sur cette ligne. Les ingénieurs britanniques ont achevé le chemin de fer en 1881, en utilisant un système de boucles et d'aiguillage en épingle encore en service aujourd'hui, changeant plusieurs fois de direction au cours d'une seule montée, grimpant en zigzag sur la face de la montagne. C'est une prouesse d'ingénierie extraordinaire, vieille aujourd'hui de plus de 140 ans, qui traverse un terrain qui bouge et glisse chaque année. Parmi les conducteurs du Darjeeling Himalayan Railway, il existe un dicton local qu'on pourrait traduire à peu près ainsi. La montagne vous donne le matin et reprend l'après-midi. La lumière du matin filtre doucement à travers la brume et les feuilles de thé, tandis que le train grimpe avec une sorte de dignité méritée. À midi, les nuages sont descendus et le train circule dans des conditions qu'aucun système de contrôle du trafic, nulle part ailleurs dans le monde, n'acceptera. Les locomotives à vapeur roulent encore sur certaines sections, brûlant du charbon dans les foyers d'origine, produisant un épais panache noir qui se répand derrière les wagons et se dépose partout, sur les vêtements, les cheveux, les pages du livre que vous avez emporté. Quand vous atteignez Goom, la gare la plus haute, à 2258 mètres, vous remontez sur vos épaules tout ce que vous avez comme couche de vêtements et vous regardez votre souffle se condenser dans l'air froid, tandis que l'odeur de fumée de charbon devient presque réconfortante. Un rappel que la machine fonctionne encore. Quant à savoir si elle continuera de fonctionner jusqu'au bout du trajet, statistiquement, tout va probablement bien. Probablement porte ici une lourde part du sens. À la 9e place, une ligne ferroviaire qui habille ses dangers d'une beauté extraordinaire. Le Bernina Express traverse les Alpes suisses et italiennes, non pas à travers des tunnels, mais au-dessus d'eux. Viaducs à ciel ouvert, arches de pierre et cols de montagne exposés, à une altitude de 2300 mètres. En été, c'est une carte postale. En hiver, c'est tout autre chose. La ligne du Bernina détient un record qui paraît impressionnant, jusqu'à ce qu'on en mesure vraiment la portée. C'est le plus haut passage ferroviaire des Alpes, réalisé sans un seul tunnel, sous la crête principale. Tous les autres passages alpins se cachent sous terre, pour affronter les portions les plus difficiles. Le Bernina, lui, passe par le haut, en plein air, totalement exposé à tout ce que la montagne décide de lui envoyer. Et la montagne envoie beaucoup de choses. La pente atteint par endroits 70 pour 1000, extrêmement raide pour un train roulant sur des roues classiques, sans aucun système à crémaillère. La physique d'un train de voyageurs chargé dans cette descente, en hiver, sur des rails pouvant être recouverts d'un film de glace, exige un système de freinage testé et entretenu avec une précision hors norme. La ligne du Bernina utilise des freins automatiques continus, et ils fonctionnent, jusqu'au jour où quelque chose vient les perturber. En hiver, le risque d'avalanche sur cet itinéraire est classé comme sévère. La ligne passe sous plusieurs grands couloirs d'avalanche, des zones où la neige s'accumule sur les pentes supérieures avant de se libérer périodiquement avec assez de force pour tout emporter sur son passage. L'autorité ferroviaire maintient des capteurs, des stations de surveillance et des barrières sur les sections les plus exposées. Quand le niveau de risque augmente, la ligne ferme. Quand il est jugé acceptable, les trains circulent. Ce jugement est rendu par des êtres humains,
avec des instruments, de l'expérience et une capacité imparfaite à prévoir exactement quand une pente donnée décidera de céder. À l'hiver 2019, une section de voie au-dessus du village de Bruzio a été frappée par une avalanche. Assez petite pour ne pas faire la une internationale, mais suffisamment importante pour fermer la ligne pendant plusieurs jours et nécessiter d'importants travaux de réparation. Aucun train ne se trouvait sur cette portion au moment de l'impact. La question de savoir ce qui se serait passé si le timing avait été différent n'est pas un sujet que l'autorité ferroviaire aime évoquer publiquement. Ce qui rend le Bernina Express réellement troublant, c'est le contraste. Vous montez à bord à Coire ou à Saint-Moritz dans une voiture chaude et propre. On sert du café. Par la fenêtre, les Alpes se déploient dans une beauté extraordinaire. Sommets blancs, lacs gelés, forêts alourdies par la neige. Le viaduc de Landwasser, une arche de pierre courbe à 85 mètres au-dessus d'une gorge, apparaît au loin, et vous attrapez votre appareil photo. Quelque part au-dessus de vous, sur une pente invisible depuis votre fenêtre, une corniche de neige, tassée par le vent, se déplace, imperceptiblement, sous son propre poids. La ligne mesure 122 km. Elle circule depuis 1910. Son bilan de sécurité est, à la plupart des égards, bon. Mais bon reste un terme statistique. Cela signifie que le nombre de fois où quelque chose a sérieusement mal tourné est faible par rapport au nombre de trajets effectués. Cela ne veut pas dire que le risque est nul. Cela veut dire que le risque est géré, chaque jour, par des gens qui font de leur mieux face à une chaîne de montagnes qui vit selon son propre calendrier et ne rend de compte à personne. En été, quand la neige a disparu et que les cols sont dégagés, le Bernina Express est vraiment l'un des plus beaux voyages en train au monde. La lumière sur le glacier de Morteratsch, la descente vers les palmiers de Tirano, la sensation de traverser quelque chose d'immense et d'ancien, tout cela est réel. Et tout cela vaut la peine d'être vécu. Peut-être juste pas en février, quand le vent souffle du nord et que les pentes supérieures accumulent de la neige depuis 3 semaines sans la moindre purge. La 8e place nous emmène au bout du monde. Pas au sens figuré, au sens géographique. Le tren del fin del mundo circule juste à l'extérieur d'Ushuaia, l'une des villes les plus australes du monde, à travers un décor qui donne l'impression que la Terre a oublié de se terminer. Brute, sans arbres, rabotée par une météo venue directement de l'Antarctique et qui ne s'est jamais arrêtée. Vous n'êtes pas prêt pour le vent. Rien ne peut vous préparer au vent. Il n'arrive pas progressivement. Il ne monte pas en puissance. Un instant, l'air est immobile et le paysage paraît seulement désolé, presque paisible dans son vide. Puis la voiture tangue sur le côté et le bruit frappe. Pas un hurlement, mais un rugissement. Un rugissement qui traverse tout le corps, passant en même temps par les parois métalliques, le plancher et le siège sous vous. Vous agrippez ce qui est le plus proche, parce que votre corps décide de s'y accrocher avant même que votre esprit ait compris ce qui se passe. Les rafales patagoniennes atteignent ici 140 km à l'heure, et des épisodes documentés ont dépassé les 180. À ces vitesses-là, le mot « vent » ne suffit plus. C'est une force qui réorganise le paysage. Les wagons du tren del fin del mundo sont petits, conçus pour les touristes et légers. Ce sont des voiles sur des rails. Les mauvais jours, ils bougent. Pas déraillés,
Bougez latéralement, poussez de côté, jusqu'à ce que les boudins de roue accrochent la voie et les retiennent. Le bruit de frottement que cela produit reste gravé pendant des années dans la mémoire des passagers. Regardez les arbres dehors, et vous comprendrez tout de suite. Chaque arbre de ce paysage penche selon le même angle, courbé par des décennies de vent dominant, figé à jamais en plein vol, comme quelque chose pris sur le fait, en train de fuir. Ils essaient de partir depuis qu'ils ont pris racine. Ils n'y sont pas parvenus. Le paysage autour du Tren del Fin del Mundo est une leçon de ce qui arrive quand un être vivant ne peut pas s'éloigner de ce qui le détruit. En hiver, qui, dans l'hémisphère sud, s'étend de juin à août, les rails disparaissent complètement sous la glace compactée et la neige pendant des semaines. Quand la ligne rouvre, le premier trajet est un acte de foi. La voie a été dégagée du mieux possible, mais les cycles de gel déplacent le ballast sous les rails, d'une manière qui ne devient évidente que lorsqu'une roue rencontre une portion qui a bougé en silence. L'hôpital le plus proche se trouve à Ushuaia. Le centre de traumatologie le plus proche, avec une capacité chirurgicale complète, est à Buenos Aires, à 3 heures de vol, à condition que la météo permette à l'aéroport de fonctionner. La voie ferrée a d'abord été construite comme ligne pénitentiaire, pour emmener les détenus au cœur de la forêt, travailler dans les chantiers d'exploitation du bois. Les prisonniers qui l'ont construite et empruntée n'avaient pas le choix. Les touristes qui la prennent aujourd'hui font un autre type de choix, la plupart sans mesurer pleinement à quoi ils consentent, jusqu'à ce que le vent saisisse le wagon, que le rugissement remplisse le monde et que le paysage blanc et vide bascule de côté derrière la fenêtre. Il y a dans cet endroit quelque chose qui reste avec les gens longtemps après leur départ. Pas seulement la peur, quelque chose de plus difficile à nommer. Le ciel ici est immense, sans échelle ni repère. Les arbres penchent, le vent ne s'arrête pas, et le petit train continue d'avancer, comme il le fait depuis 1910, emportant ceux qui sont à bord vers un horizon qui ne semble jamais se rapprocher. Le bout du monde n'est pas un endroit confortable. Le train vous y emmène selon ses propres règles. Numéro 7. Parlons de la foudre. Pas de celle qu'on admire derrière une fenêtre bien à l'abri, avec une boisson chaude à la main. Non, celle qui frappe précisément l'engin dans lequel vous êtes assis. Le Pikes Peak Cog Railway, dans le Colorado, grimpe jusqu'au sommet de Pikes Peak, qui culmine à 4300 mètres d'altitude. À cette hauteur, le sommet ne se trouve pas seulement au-dessus des nuages. Il est dedans pendant une bonne partie de l'année. Les conditions atmosphériques autour d'un sommet de cette altitude, dans les Rocheuses du Colorado, produisent des orages avec une régularité que les météorologues considèrent presque comme mécanique. Ils se forment l'après-midi, éclatent avec une violence extraordinaire et le font directement au-dessus de vous. Le train met environ 3 heures pour faire l'aller-retour. La portion du trajet qui mène au sommet, au-dessus de la limite des arbres, traverse plusieurs kilomètres de terrain totalement ouvert, à découvert, où les wagons sont les objets les plus hauts sur une bonne distance dans toutes les directions. Un train de passagers plein à craquer sur une crête alpine exposée, pendant un orage d'après-midi dans le Colorado, n'est pas l'endroit où l'on a envie de se trouver si l'on tient un tant soit peu à rester en vie. L'exploitant du chemin de fer le sait. La météo est surveillée de manière obsessionnelle. Les opérations au sommet sont suspendues dès qu'une activité électrique est détectée. Les protocoles sont stricts et parfaitement rodés.
Et pourtant, à 4300 mètres, le temps change plus vite que n'importe quel système de surveillance ne peut toujours l'absorber. Un orage peut être à 30 km de là et vous tombez dessus en moins de 20 minutes. La foudre en altitude n'arrive pas avec un gentil avertissement à l'avance. À 4300 mètres, l'air contient environ 40% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Cela suffit à provoquer des symptômes chez une part non négligeable des passagers. Maux de tête, nausées, vertiges et parfois quelque chose qui ressemble presque à de la confusion. Les personnes âgées et celles qui souffrent de problèmes cardiovasculaires sont prévenues. Les enfants aussi. Le chemin de fer vend de l'oxygène en bouteille à la boutique de souvenirs du sommet, ce qui vous dit très précisément à quel point l'expérience vendue et la réalité physiologique de l'endroit où l'on vous emmène sont éloignées l'une de l'autre. La vue depuis le sommet est, à en croire tous les témoignages, transcendante. Par temps clair, on peut voir Denver, à plus de 100 km de là. La courbure de la Terre devient visible. L'immensité des Rocheuses prend une dimension qu'aucun point de vue plus bas ne peut offrir. Par temps clair. Les journées claires sont fiables le matin. En début d'après-midi, les nuages commencent à se former. Vers le milieu de l'après-midi, si vous êtes resté trop longtemps au café du sommet à prendre des photos, vous vous retrouvez au cœur d'un orage qui fabrique des éclairs à la température de la surface du Soleil. Et ce dans quoi vous allez remonter, c'est un véhicule métallique sur des rails métalliques, au point le plus élevé d'une chaîne de montagnes, exposé de tous les côtés. Le chemin de fer à crémaillère a transporté des millions de passagers depuis son ouverture en 1891. Le président Theodore Roosevelt l'a emprunté. Catherine Lee Bates l'a emprunté et en a tiré l'inspiration pour écrire « America the Beautiful ». La montagne a accueilli la plupart de ses visiteurs. La plupart. Mais la montagne a son propre calendrier et elle ne le publie pas à l'avance. Au numéro 6, certains chemins de fer sont dangereux à cause du climat, d'autres à cause du relief. Le chemin de fer de la mort, le chemin de fer de Birmanie, est dangereux à cause de ce qu'il a fallu sacrifier pour qu'il existe tout court. Et ce prix est inscrit dans chaque kilomètre de voie d'une manière qui ne s'efface pas. La ligne s'étend sur 315 km à travers les montagnes et les jungles de l'ouest de la Thaïlande, puis entre en Birmanie, aujourd'hui le Myanmar. L'armée impériale japonaise l'a construite pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1942 et 1943, en utilisant le travail forcé de 60 000 prisonniers de guerre alliés et d'environ 250 000 ouvriers asiatiques. Les travaux ont duré 16 mois. On estime qu'ils ont coûté la vie à 100 000 des personnes qui l'ont bâti. 100 000 personnes. En 16 mois. Plus de 200 morts par jour, chaque jour, pendant toute la durée du chantier, à cause des maladies, de la faim, des coups, de l'épuisement et de la brutalité bien précise d'un commandement militaire qui avait fixé une date de livraison et traitait la vie humaine comme une variable qu'on pouvait user jusqu'à la dernière goutte pour tenir l'échéance. La section la plus célèbre est le viaduc de Whampoa, une structure en bois sur pilotis qui s'élève à 30 mètres au-dessus d'un ravin de rivière. Les prisonniers alliés l'ont construit à la main, sans machine, en coupant le bois dans la jungle alentour, dans des conditions que les survivants ont plus tard décrites comme un cauchemar sans fin. Les zones travaillaient avec la fièvre. Les hommes travaillaient sous les pluies de mousson. Ceux qui s'effondraient étaient parfois roués de coups, jusqu'à se relever. La structure qu'ils ont bâtie est toujours là. Les trains continuent de la franchir. Tenez-vous aujourd'hui sur le pont de la rivière Kwai,
et comprenez sur quoi vous êtes debout. Une structure assemblée par les mains d'hommes qu'on détruisait méthodiquement. Les boulons, les rails, l'ossature, entretenus et réparés au fil des décennies, mais les os, eux, sont les os d'origine. Les dangers physiques de l'emprunter aujourd'hui sont bien réels, mais ils passent après cela. Les viaducs en bois n'ont pas été remplacés par des matériaux modernes. Le viaduc de Whampoa tangue quand le vent se lève. Les berges en contrebas s'érodent un peu à chaque saison des pluies. L'écartement des voies est étroit, les courbes serrées, et à plusieurs endroits, le train passe dans des entailles de roches dynamitées à flanc de falaise, selon des angles qu'aucun ingénieur structure ne validerait pour une construction neuve. Mais le poids que porte ce chemin de fer ne se mesure pas en acier. Il se mesure à la gravité particulière des lieux où des êtres humains ont été brisés en masse pour une cause que l'histoire a jugée totalement et sans la moindre ambiguïté. La jungle a repris ses droits sur les camps. Les tecs sont immenses maintenant. Quelque part sous leurs racines, les restes des hommes qui n'ont pas survécu sont encore dans la terre. Un ancien prisonnier, revenu en Thaïlande à un âge avancé, s'est tenu sur le viaduc de Whampoa et a dit qu'il entendait encore les sons. Pas au sens figuré. Il a dit que les lieux gardent le son comme la pierre garde le froid. Longtemps après la disparition de la source, la température demeure. Le train roule, la jungle respire. Le pont oscille légèrement dans le vent de l'après-midi. Et sous tout cela, les sons restent. Le chemin de fer a été achevé en octobre 1943. L'armée japonaise a célébré son inauguration. En moins de 2 ans, les bombardements alliés avaient détruit des sections importantes. Et après la défaite du Japon, les portions qui entraient en Birmanie ont été abandonnées. La partie thaïlandaise a été conservée et entretenue, non pas comme un monument, non pas comme un mémorial, mais comme une ligne ferroviaire en service dans un pays qui avait besoin de cette infrastructure. Vous pouvez acheter un billet à la gare de Kanchanaburi pour presque rien. Le train part le matin, revient l'après-midi. Vous serez assis dans un wagon en bois, sur des banquettes en bois, et vous regarderez le paysage par les fenêtres ouvertes. La rivière en contrebas, les falaises calcaires au-dessus, la jungle qui se resserre des 2 côtés, avec l'indifférence absolue d'une végétation qui pousse ici depuis bien avant le passage de la moindre armée. Sur le viaduc de Whampoa, quand le train s'arrête brièvement pour que les touristes prennent des photos, regardez en bas, vers la rivière. L'eau est brune et lente. Elle accroche la lumière par plaques mouvantes. Sous l'endroit où vous vous tenez, quelque part dans le limon accumulé par 80 ans d'inondations de mousson, se trouvent les choses tombées pendant la construction. Du matériel, des effets personnels, des gens. La distance entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où ils sont correspond exactement à la hauteur du viaduc. Ce qu'aucun film, aucun dépliant touristique ne vous prépare vraiment à ressentir, c'est le bruit que fait le pont quand le train est dessus. Pas le son plein, maîtrisé, d'une infrastructure moderne, mais un son complexe, stratifié, de bois et de métal qui travaille sous la charge. Le treillis transmettant les vibrations d'une manière que vous sentez à travers le siège avant même que votre esprit ne mette un nom dessus. Le pont est vieux. Il vous porte. Et pendant toute la traversée, vous savez ces 2 choses dans votre corps d'une façon que votre tête, à elle seule, ne peut pas entièrement saisir. 5e place. Et celle-ci vous demande d'oublier tout ce que vous croyez savoir
sur la manière dont un train est censé avancer. Le nez du diable, Nariz del Diablo en espagnol, est un tronçon du chemin de fer national de l'Équateur où la voie doit perdre environ 500 mètres d'altitude sur seulement quelques kilomètres. La paroi est trop abrupte pour toute approche classique. Alors, les ingénieurs qui ont construit cette ligne au début du XXe siècle ont imaginé un système d'épingles à cheveux, une série de voies en zigzag taillées directement dans la roche, où le train descend en alternant marche avant et marche arrière, glissant en diagonale le long de la falaise et gagnant de l'altitude vers le bas à chaque passage. En pratique, le train avance jusqu'au bout d'un tronçon, s'arrête, change de sens, puis recule sur le tronçon diagonal suivant. Puis il repart en avant, puis en arrière. Encore et encore, descendant la falaise par une succession de demi-tours précis, avec le mur de roche qui se resserre d'un côté et le vide qui s'ouvre de l'autre. Les sections du nez du diable présentent une pente d'environ 5,5%. Un chiffre qui paraît raisonnable jusqu'à ce qu'on comprenne le contexte. 5,5% sur la face d'une falaise, dans un train qui recule en zigzagant vers le bas, avec le fond de la vallée plusieurs centaines de mètres sous la fenêtre. À ce moment-là, le chiffre ne veut plus rien dire. Ce qu'aucune statistique ne peut rendre, c'est le silence à l'intérieur du wagon lorsque le train s'arrête au bout de chaque tronçon, reste suspendu un instant au bord du vide, puis se remet à reculer au-dessus de l'abîme. Jusqu'en 2012, les passagers de ce tronçon ne s'asseyaient pas à l'intérieur des wagons. Ils s'asseyaient sur le toit, pas comme un numéro de cirque ou une attraction, comme une pratique normale. Le train était surchargé, la place manquait, et le toit du wagon était l'endroit où l'on allait si l'on voulait avoir son billet. Les passagers grimpaient, s'installaient sur la surface métallique, s'agrippaient à tout ce qu'ils trouvaient et faisaient la descente à l'extérieur d'un train qui avançait puis reculait encore et encore le long d'une falaise au-dessus d'un vide de plusieurs centaines de mètres. Il existe des photos de cela. Des rangées de personnes sur le toit des wagons, les jambes dans le vide, l'abîme sous elles, bien réel. Ce n'étaient pas des amateurs de sensations fortes, c'étaient des passagers ordinaires qui allaient d'une ville à l'autre, et le toit était l'endroit où ils s'asseyaient. Des gens sont tombés, pas beaucoup, mais certains, et les témoignages des communautés le long de la ligne évoquent plusieurs morts au fil des décennies, à l'époque où voyager sur le toit était courant, la plupart n'ayant jamais été officiellement recensés. En 2012, l'autorité ferroviaire équatorienne a interdit le voyage sur le toit et a transformé la ligne en exploitation touristique patrimoniale. Désormais, les wagons transportent les passagers à l'intérieur, avec des fenêtres, et la descente du nez du diable est vendue comme une expérience d'aventure. La pente est la même, la falaise est la même, le vide à côté de la voie est le même. Aujourd'hui, les touristes paient pour avoir le privilège de vivre ce que les voyageurs du toit enduraient gratuitement. La différence, c'est qu'à présent, il y a une vitre entre vous et la chute. Est-ce que cela change la nature profonde de ce qui se passe dehors? Un train qui recule le long d'une falaise au-dessus d'une chute de plusieurs centaines de mètres? C'est à vous d'en juger quand vous sentirez le wagon basculer en arrière et commencer sa descente. À la 4e place, une voie ferrée déjà morte, et pourtant toujours dangereuse. Le chemin de fer transandin a été construit pour relier l'Argentine et le Chili à travers les Andes. Un passage que la géographie
rend presque volontairement impossible. Ici, les montagnes ne sont pas seulement hautes, elles forment un mur continu de roches et de glace qui s'étire du nord au sud sur la longueur de 2 continents, avec très peu d'endroits où un franchissement est physiquement possible. Les ingénieurs du début du XXe siècle en ont trouvé un et ont passé des années à y faire passer une ligne de chemin de fer. La ligne a atteint sa longueur maximale en 1910. À son point le plus élevé, elle franchissait les Andes à environ 3200 mètres d'altitude. Une hauteur où l'air est rare, où le climat est extrême et où les forces qui s'exercent sur les infrastructures métalliques n'ont rien à voir avec ce que les ingénieurs apprennent à gérer à plus basse altitude. Dilatation thermique en été, contraction sous l'effet du gel en hiver, poids de la neige mesuré en mètres plutôt qu'en centimètres. Le chemin de fer a peiné dès le départ. Les avalanches n'étaient pas un risque saisonnier. Elles faisaient partie de la réalité du planning. Certaines années, la ligne restait bloquée par la neige pendant des mois. Les tunnels étaient inondés. Les ponts étaient emportés par des torrents de montagnes surgis sans prévenir au moment de la fonte des neiges. Les coûts d'entretien étaient extraordinaires, les revenus jamais suffisants, et le chemin de fer vivait dans un état permanent de gestion de crise. Toujours en réparation, toujours au bord d'une panne, impossible à corriger rapidement. Le coup de grâce est arrivé en 1984. Une combinaison de dégâts causés par des avalanches et d'inondations a détruit simultanément plusieurs sections critiques. Le coût des réparations a été calculé. Les projections de trafic ont été évaluées. La décision a été prise de fermer la ligne et de ne jamais la rouvrir. Le chemin de fer transandin est officiellement fermé depuis plus de 40 ans. Les tunnels sont toujours là. La maçonnerie des ponts est toujours là. La voie, sur certaines sections, est encore là, ensevelie sous des éboulis et la végétation, tordue par les cycles de gel et de dégel, revenant au métal brut à mesure que la rouille s'installe. Ce qui rend ce chemin de fer terrifiant, ce n'est pas ce qui s'est passé lorsqu'il fonctionnait. Même si l'inventaire des catastrophes sur ces 70 années d'exploitation est long et sinistre. Ce qui le rend terrifiant, c'est que des gens y entrent encore. Passionnés de chemin de fer, photographes, voyageurs en quête d'aventure, ils s'aventurent à pied, parfois en véhicule, dans les sections abandonnées. Ils y trouvent des tunnels sombres, humides et structurellement fragilisés, des plafonds partiellement effondrés, des portions de sol affaissées dans des eaux souterraines. Ils y trouvent des ponts qui franchissent des gorges, où le métal d'origine est tellement corrodé qu'un simple coup de main y fait tomber des écailles au lieu de résonner. Ils y trouvent des sections de voies qui bougent sous leurs pas, parce que les traverses en dessous se sont décomposées au point de ne plus rien retenir de solide. Au fil des années, plusieurs personnes ont été blessées dans les sections abandonnées du transandin. Au moins, une y a perdu la vie. Les Andes n'affichent pas de panneaux d'avertissement. Elles continuent simplement à faire ce qu'elles ont toujours fait, se dilater en été, se contracter en hiver, envoyer l'eau dans chaque fissure qu'elles trouvent. Et la voie ferrée, sans personne pour l'entretenir, s'enfonce un peu plus dans la montagne chaque année. Le rêve d'un franchissement complet du transandin n'est jamais tout à fait mort. De temps à autre, des projets de nouvel itinéraire refont surface. Un tunnel moderne, une ingénierie plus performante. Aucun n'a vu le jour. Les montagnes attendent.
L'ancienne ligne continue sa lente dissolution. Et les tunnels, dans l'obscurité, goûtent sans relâche dans le silence. Quoi qu'il y ait là-dessous, attend depuis plus de 40 ans. Et il est patient. La 3e place revient à une montagne détentrice d'un record du monde que vous n'auriez jamais voulu voir établi à proximité. Le 12 avril 1934, l'Observatoire météorologique au sommet du mont Washington a enregistré une vitesse du vent de 372 km/h. Pendant 62 ans, ce fut la vitesse du vent au sol la plus élevée jamais mesurée sur Terre. La montagne détenait ce record non pas à cause d'un événement rare, mais simplement parce que le mont Washington est comme ça. Le sommet culmine à un peu moins de 1900 mètres, modeste à l'échelle mondiale. Mais il se trouve au point de convergence de 3 grandes trajectoires de tempête, ce qui crée des conditions où les phénomènes extrêmes ne sont pas occasionnels, mais structurels. Le sommet passe au-dessus de la couche nuageuse environ 60% de l'année. Des températures négatives ont été relevées pendant tous les mois de l'année. Le vent dépasse régulièrement la force d'un ouragan. Il y a, au pied de la montagne, des panneaux posés sans la moindre ironie qui indiquent que la météo ici pourrait être la pire du monde. Et il existe un chemin de fer à crémaillère qui monte jusqu'en haut. Le chemin de fer à crémaillère du mont Washington fonctionne depuis 1869, le tout premier chemin de fer de montagne à crémaillère jamais construit. Un rail central à crémaillère, engagé par un pignon sur la locomotive, a été inventé spécialement pour cette montagne, parce que la pente est trop raide pour une traction classique. La section la plus pentue de la voie atteint une inclinaison de 37%. Sur environ les 2/3 de son parcours, le train roule sur des chevalets en bois au-dessus des pentes supérieures de la montagne, totalement exposés au vent venant de toutes les directions. Il n'y a pas de tunnel. Il n'y a aucun abri sur la voie. Si une tempête arrive alors que le train se trouve sur la partie haute, le train est dans la tempête. Sur le mont Washington, la météo évolue plus vite que les systèmes de surveillance ne peuvent toujours l'absorber. Le brouillard arrive en quelques minutes et réduit la visibilité à quelques mètres. La glace se forme sur la crémaillère dans des conditions qui semblaient acceptables 30 minutes plus tôt. Le vent passe d'un niveau gérable à une force destructrice en le temps qu'il faut pour franchir un seul tronçon de chevalet. Les employés de l'observatoire au sommet ne font pas l'aller-retour chaque jour. Ils restent sur place pendant des semaines, parce que la montagne peut devenir inaccessible pendant des jours entiers. Ils ont raconté s'être réveillés en découvrant l'observatoire enseveli jusqu'aux fenêtres sous la neige soufflée, avec un vent si fort qu'à l'intérieur même, il faut crier pour se parler, et une température extérieure bien en dessous de ce qu'un être humain devrait supporter sans protection. Les touristes qui montent par le chemin de fer à crémaillère, par un matin d'été dégagé, arrivent au sommet qui semble presque accueillant. Ils visitent la boutique de souvenirs de l'observatoire. Ils photographient le panneau qui dit « Ici, la pire météo du monde ». Ils trouvent ça charmant. Puis l'après-midi arrive, les nuages montent depuis l'ouest, la température chute de 15 degrés en 1 heure et le vent se met au travail. Le panneau charmant devient une simple constatation. 150 ans de remaniement et d'amélioration plus tard, le train grimpe toujours la même montagne, à travers la même météo, selon le même principe de base. La météo, elle, n'a pas été repensée. Elle garde son record en réserve, en attendant l'après-midi où les conditions s'alignent enfin, et où les touristes, sur les chevalets supérieurs, comprennent enfin ce que ce panneau voulait vraiment dire.
Deuxième place. Pas de voiture voyageur, pas de siège, pas d'horaire qui vous obéissent. Le train du minerai de fer de Mauritanie mesure près de 3 km de long. Il traverse le désert du Sahara, des mines de fer de l'intérieur jusqu'à la ville portuaire de Nouadhibou, sur la côte atlantique. Le trajet fait environ 700 km et dure entre 12 et 20 heures, selon des facteurs qui échappent en grande partie au contrôle humain. Il n'y a pas de voiture voyageur. C'est le fait essentiel à propos du train du minerai de fer, celui qui le distingue de tout le reste de cette liste. Les wagons sont des conteneurs en acier ouverts sur le dessus, chacun rempli de centaines de tonnes de roches concassées. La roche est chargée dans les mines. La roche est déchargée au port. Entre le chargement et le déchargement, le train avance. Les gens voyagent dans le minerai. Ils grimpent dans les conteneurs ouverts, trouvent la surface la moins irrégulière possible et s'installent pour 12 à 20 heures dans une boîte métallique ouverte qui traverse le Sahara. En journée, en été, la température à l'intérieur d'un conteneur en acier, posé sous le soleil du désert, peut atteindre 55 degrés Celsius. La nuit, surtout en hiver, la température chute presque jusqu'au gel, et le vent, provoqué par la vitesse du train, parfois 80 km à l'heure sur les portions rectilignes, crée un refroidissement éolien qui arrache la chaleur du corps avec une cruauté implacable. Des gens sont morts de froid dans les conteneurs de minerai du train du minerai de fer de Mauritanie. D'autres sont morts d'insolation, de déshydratation et d'asphyxie à cause de la poussière de fer que le minerai soulève pendant que le train roule. La poussière est une horreur bien particulière. Le minerai de fer, lorsqu'il se déplace à vive allure dans un conteneur ouvert, produit une fine poussière métallique qui recouvre tout: la peau, les poumons, les yeux, les vêtements. Les passagers se couvrent le visage avec le tissu qu'ils ont sous la main. Ce n'est pas suffisant. Au bout de quelques heures, l'intérieur de votre bouche a un goût de métal. L'air que vous respirez n'est pas de l'air pur. Sur toute la durée du trajet, la dose accumulée de particules de fer qui atteint vos poumons est de celle qui alarmerait n'importe quel professionnel de santé. Pourquoi faire ça? Parce que pour les communautés de l'intérieur de la Mauritanie, le train du minerai de fer est le seul lien avec la côte. Il n'y a pas de route goudronnée à travers cette partie du Sahara. Il n'y a pas de bus. Les options officielles de transport pour les civils dans cette région se réduisent en pratique à une seule: le train. Et le train ne s'arrête pas pour vous. Il ralentit à des points précis et vous courez à côté pour grimper à bord. Ou vous le ratez et vous attendez, parfois des jours, le suivant. Le train ne s'arrête pas non plus pour d'autres raisons. Si quelqu'un tombe du conteneur de minerai pendant que le train roule, et des gens tombent, surtout la nuit, quand l'épuisement finit par leur faire lâcher prise, le train ne s'arrête pas. Le conseil habituel pour voyager sur le train du minerai de fer est de vous attacher à quelque chose si vous comptez dormir. Certains n'ont rien pour s'attacher. Certains s'endorment avant même d'en avoir eu la possibilité. Une journaliste qui a pris le train du minerai de fer pour un reportage a décrit l'expérience avec une précision qui reste en mémoire. Elle racontait être allongée dans le minerai à minuit, à regarder les étoiles à travers la brume de poussière, le métal froid contre son dos, le train oscillant sur des rails imparfaits, et ressentir quelque chose qu'elle n'arrivait pas tout à fait à nommer. Pas de la peur, exactement, mais la conscience de sa propre petitesse dans un paysage totalement indifférent au fait qu'elle arrive ou non.
Le train du minerai de fer circule sur cette ligne depuis 1963 et il continuera à circuler. Le minerai est toujours dans le sol. Le port est toujours sur la côte. Les habitants de l'intérieur ont toujours besoin de se déplacer. Et les étoiles au-dessus du Sahara restent la chose la plus extraordinaire que vous verrez jamais depuis l'intérieur d'une boîte en acier, si vous parvenez à garder les yeux ouverts assez longtemps pour les voir. La locomotive du train, parfois 2, parfois 3 moteurs attelés ensemble, produit un son que les gens décrivent moins comme celui d'une machine que comme celui du temps qu'il fait. Un grondement bas et continu, ressenti avant d'être entendu, transmis par le sol du désert, qui atteint votre corps sous forme de vibration avant que vos oreilles ne l'identifient comme un son. Dans les communautés le long de la ligne, on peut savoir, à la qualité de cette vibration, si le train roule à vide ou chargé, s'il est à l'heure, si la traversée de nuit arrivera avant l'aube ou après. Ici, le Sahara n'est pas le désert doux et couvert de dunes de l'imaginaire populaire. C'est une surface dure, une hamada, le désert de pierre, où la roche affleure et où le vent a tout arraché autour. Les couleurs changent au fil du train. Rouge rouille près des mines, là où le minerai de fer tache le sol. Puis beige, puis gris, puis le jaune fané d'une pierre ancienne, à mesure que la ligne descend vers la côte. La nuit, aucune de ces couleurs n'est visible. Le désert est noir, les étoiles sont si serrées que le ciel semble presque solide, et le train traverse tout cela comme une rivière mécanique, lourd, inarrêtable, totalement indifférent à ses passagers. Plusieurs voyageurs qui ont raconté cette expérience décrivent un moment, généralement vers la 10e ou la 11e heure, où quelque chose bascule à l'intérieur. L'inconfort recule, ou bien vous cessez de lutter contre lui. Et ce qui reste, c'est une forme de présence radicale. Vous êtes là, dans cette boîte métallique, dans ce désert, sous ces étoiles. Et rien dans votre vie d'avant ne vous a préparé à cette combinaison précise de facteurs. Ou bien, vous vous endormez en serrant une barre de métal et vous vous réveillez quand le train ralentit pour Choum, avec de la poussière de fer entre les dents et aucun souvenir des étoiles. Le train du minerai de fer n'est pas sélectif dans l'expérience qu'il offre. Il avance, tout simplement, et vous êtes dedans. Et quand il s'arrête, vous descendez. Et à la première place, la catastrophe ferroviaire, la plus meurtrière de toute l'histoire humaine connue. Pas en temps de guerre, pas sur une ligne de montagne dangereuse, sur une plage magnifique, pendant les vacances. Le 26 décembre 2004, un train de voyageurs, appelé la Reine de la Mer, roulait le long de la côte sud du Sri Lanka. C'était le lendemain de Noël. Le train était bondé. Les estimations du nombre de passagers vont de 1000 à près de 2000 personnes. Car beaucoup voyageaient sans billets, assis dans les couloirs, debout entre les wagons, remplissant chaque espace disponible, comme le font régulièrement les trains de vacances sur cette ligne. Le train passait peut-être à 1 mètre du bord de l'océan Indien. Ce matin-là, un séisme sous-marin d'une magnitude de 9,1 s'est produit au large de Sumatra, l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés. Le déplacement du fond marin qu'il a provoqué a envoyé une vague à travers l'océan Indien à la vitesse d'un avion de ligne. Le conducteur de la Reine de la Mer a vu l'eau se retirer de la plage, juste à côté de la voie. C'est un phénomène bien documenté par les survivants des tsunamis. La mer se retire avant de frapper,
aspirant l'eau du rivage d'une manière qui paraît presque surnaturelle à ceux qui n'ont jamais appris ce que cela signifie. Certains passagers sont descendus du train en voyant l'eau se retirer. Ils ont couru vers l'intérieur des terres. Certains ont survécu. La vague est arrivée avec une hauteur de 7 à 9 mètres. Elle a frappé le train de côté. Les wagons n'étaient pas conçus pour résister à une force latérale d'une telle ampleur. Aucun véhicule sur rail ne l'est. Ils ont été soulevés, arrachés de la voie et emportés vers l'intérieur des terres. Certains ont été déposés à des centaines de mètres de l'endroit où ils se trouvaient. La vague s'est retirée. Puis, la deuxième vague est arrivée, plus grande que la première. Environ 1700 personnes sont mortes à bord de la Reine de la Mer, ainsi que sur les quais et les routes voisines. C'est la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de toute l'histoire humaine connue. En une seule matinée, sur un tronçon de voie qui longe une plage magnifique pendant les vacances, plus de 1700 vies se sont éteintes en quelques minutes. La voie a été réparée. Les trains y circulent toujours. C'est le fait central de cette histoire, celui qui refuse de bouger. La ligne côtière du Sri Lanka continue de suivre un itinéraire qui place les wagons de passagers à 1 mètre de l'océan Indien, sur un littoral frappé par un tsunami catastrophique de mémoire encore récente, sur une planète où les forces tectoniques qui ont généré ce tsunami n'ont pas changé et en généreront d'autres. Le système d'alerte au tsunami de l'océan Indien a été considérablement amélioré depuis 2004. Les protocoles d'évacuation sont meilleurs. Les communautés côtières sont plus conscientes. Aucune de ces améliorations n'éloigne les voies de l'eau. Un employé des chemins de fer sri-lankais, nommé Soma Edirisinghe, se trouvait à la gare de Peralia lorsque la Reine de la Mer a été frappée. Il a survécu en grimpant à un arbre. Dans les années qui ont suivi, il a travaillé à la création d'un mémorial sur le site. La carcasse rouillée de l'un des wagons, conservée là où elle s'est arrêtée, comme repère. Il a déclaré dans des interviews qu'il ne comprend pas pourquoi les voies n'ont pas été déplacées après 2004. Il ne le dit pas avec colère. Il le dit avec cette fatigue particulière de quelqu'un qui a posé la question des dizaines de fois et reçu des dizaines de réponses qui n'en étaient pas. Le wagon mémorial rouille lentement dans l'air sri-lankais. Les trains passent devant tous les jours. Les passagers regardent par la fenêtre l'océan, qui est d'une beauté saisissante, et la plage, qui est tout près. Et, pour la plupart, ils ne pensent pas à ce qui s'est passé ici. Ils sont en vacances. La lumière sur l'eau est extraordinaire. Le train oscille doucement sur les rails, à 1 mètre du bord de l'océan Indien. Chaque fois que vous regardez par cette fenêtre et que vous voyez la vague arriver, vous ne saurez pas avant de savoir. Et, à ce moment-là, vous serez déjà dans l'eau. Voilà le prix du plus beau trajet en train du monde.